bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise avec un X. Aujourd'hui, ils sont deux. Bonjour Benoît Lemignan. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du directoire de Verkor et Christophe Mille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CTO de cette entreprise, vous l'avez cofondée avec 4 autres cofondateurs. Verkor, ce sera, car c'est pas encore le cas, une immense usine de batteries lithium-ion bas carbone pour les véhicules électriques. Si tout va bien, ça va commencer en termes de construction en 2022 avec les premières commercialisations en 2024. Alors, répond celui qui se sent le plus à l'aise sur la question. On est d'accord, c'est le cœur du sujet et c'est le cœur du véhicule, à la fois un enjeu industriel colossal et même un enjeu politique, puisque notre ministre Bruno Le Maire, avec son homologue allemand, Peter Altmaier, vous voyez où je veux en venir, a annoncé le grand projet d'une sorte d'Airbus des batteries. Vous êtes à côté, vous, de l'Airbus des batteries? Vous êtes concurrent ou alors vous allez travailler avec Total PSA? Alors on est dans la même Benoît. Dans la même initiative qui s'appelle en fait l'Alliance européenne des batteries. D'accord. L'Alliance européenne des batteries, c'est le soutien de toutes ces filières industrielles qui va des matériaux de base, les minerais utilisés pour faire des batteries, jusqu'à leur recyclage. Et le projet ACC est l'un des projets bien identifiés par les acteurs politiques et soutenu fortement par l'État français, l'État allemand. Et donc on est complémentaires de cette... Vous êtes complémentaires. Tout à fait complémentaires. Vous êtes complémentaires et un peu concurrents quand même. Vous n'êtes pas dans ce projet qui a été annoncé politiquement. Enfin, vous êtes dans la mouvance, on va dire. On n'est pas dans ce projet, mais c'est important de comprendre qu'on est complémentaires parce que les volumes dont on a besoin sont tels qu'on ne peut pas se contenter d'une seule usine en France. On a toujours dit que c'était pas la peine, les Chinois étaient tellement en avance sur la batterie que c'était pas la peine de s'y mettre nous avec autant de retard et qu'on ne rattraperait jamais ce retard. Ça vous fait sourire, vous venez de vous lancer, j'imagine que c'est pas votre crèmerie. Non, alors en fait, Christophe Mille. Il y a effectivement la Chine et pas que la Chine. En fait, les pays asiatiques ont démarré déjà depuis bien longtemps. Oui. Mais on sait qu'on peut être compétitif si on travaille en fait sur la digitalisation, sur l'optimisation de production notamment, sur des solutions finalement, sur une industrie qui est assez traditionnelle et qui a besoin en fait de se renouveler pour être plus optimisée et pour être plus compétitif. Vous êtes compétitif si le site est ultra digitalisé et ultra numérique. Absolument, ça fait partie des enjeux clés en fait de ce projet. Benoît Lemignan, c'est vous qui avez évoqué cette histoire de chaîne de valeur. Est-ce qu'il faut maîtriser toute la chaîne? Est-ce que l'enjeu pour vous, c'est d'être là depuis l'amont jusqu'à la collecte des minerais, en passant par l'aval jusqu'au recyclage? Alors non, c'est pas notre positionnement. C'est pas votre positionnement. Il est vraiment d'être spécialisé sur la dimension du manufacturing en ayant des approches de partenariat avec des partenaires stratégiques. Mais donc pour maîtriser l'ensemble de cette chaîne. Ça c'est très important par contre, tout à fait. Ouais. Maîtriser l'ensemble de cette chaîne dans une logique que vous imaginez 100% made in France, made in Europe, ou alors tout est possible? Alors l'extraction des minerais malheureusement n'est pas spécialement tout le temps en Europe. Il y a des minerais qu'on n'a pas en fait en Europe. Mais par contre après tout ce qui est refining, la transformation chimique des matériaux pour les rendre actifs, ça peut se faire en Europe et c'est justement ce qu'on pousse en fait auprès de nos partenaires pour qu'ils s'implantent au plus proche possible de notre usine et pour qu'il y ait une logique en fait d'optimisation aussi logistique. Cette usine ultra moderne que vous êtes en train de concevoir, qui est quand même aujourd'hui largement soutenue par des fonds européens, vous l'imaginez français, européen, vous l'imaginez... Enfin, il y a cette dimension un peu souveraineté derrière votre projet? Alors très clairement, et c'est pour ça qu'on a InnoEnergy, qui est donc le mandataire au sens de l'Union européenne, de l'Alliance européenne des batteries, qui soutient cette initiative pour compléter l'écosystème industriel qui est très riche en Allemagne, qui est très riche dans l'Europe de l'Est et qui est encore en dessous de ce qui est nécessaire de faire en termes de volume de batteries nécessaires. Les batteries, c'est le futur pétrole, donc c'est ça qu'il faut retenir. Les batteries, c'est le futur pétrole. Mais donc pour vous, aujourd'hui, Verkor est un projet que vous imaginez vraiment européen avec cette dimension de souveraineté économique. Absolument. En vous disant que les Chinois n'auront pas tout et qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Exactement, et non seulement il y a suffisamment de place pour tout le monde, mais il y a besoin d'autres projets que les projets chinois ou asiatiques ou coréens ou japonais, simplement parce qu'encore une fois, les volumes qui sont devant nous vont être tels qu'on n'est pas capable de ne pas avoir ces implantations-là très rapidement. Il est possible qu'on franchisse peut-être la barre des 10% de ventes électriques en termes d'automobiles cette année. Pour vous, ce virage vers l'électrique, il est irrémédiable et indubitable. Il n'y a pas de doute là-dessus. On commence à nous dire que peut-être il y aura de l'hydrogène... Non, absolument. Un véhicule électrique, en fait, va devenir incontournable. Incontournable. Il commence déjà à l'être. Il y a plusieurs en fait, facteurs d'accélération. Il y a la régulation, évidemment, toutes les normes en fait, par rapport au carbone qui obligent en fait, les fabricants automobiles à justement aller dans ce sens. Et puis après, il y a aussi le coût en fait, de propriété, le total cost of ownership.
pour le particulier, en fait, qui voit finalement qu'un véhicule électrique lui coûte moins cher à l'utilisation sur l'ensemble de sa durée de vie. Oui, enfin, certains vous disent que la voiture électrique, elle n'est pas forcément aussi propre qu'on le dit, parce que quand on fait l'empreinte carbone intégrale du véhicule thermique et l'empreinte carbone intégrale du véhicule électrique, c'est quand même après quelques dizaines de milliers de kilomètres parcourus qu'on commence vraiment à voir les courbes se croiser et l'intérêt purement environnemental du véhicule. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on a l'impression que dès que c'est électrique, c'est merveilleux. Non, il n'y a pas d'activité humaine sans impact, mais aujourd'hui, vous avez Bloomberg qui a sorti aujourd'hui même une analyse du cycle de vie des véhicules électriques où il montre qu'après moins de 20 000 km dans la plupart des pays du monde, effectivement, c'est rentable en termes d'empreinte carbone. Et ce qu'on se fait fort, nous, de 20 000, vous dites 20 000 km, voilà. Et donc, c'était resté sur 50 000. Non, ça diminue beaucoup aussi parce que l'efficacité industrielle augmente et aussi parce que des projets comme le nôtre ou celui de Northvolt en Suède vont permettre d'avoir des batteries qui soient à très faible empreinte carbone et qui intègrent dès le démarrage des questions de recyclage, d'économie circulaire pour réutiliser les matériaux une fois qu'on les aura fait avoir une première vie dans les batteries. Mais comment est-ce que vous allez réussir à réduire l'empreinte carbone de la batterie? Vous allez avoir des batteries plus petites, plus légères, aussi efficaces en étant moins lourdes. Quelle est la solution technique que vous me mettez en avant? La solution technique, c'est d'abord d'avoir de l'énergie propre, renouvelable ou bas carbone. C'est ça qui est extrêmement important pour pouvoir diminuer ça et faire la transformation des métaux dont parlait Christophe sur place, le plus proche possible dès l'utilisation et pas en Asie avec toute la logistique que ça implique. Alors ça, j'ai bien compris effectivement sur le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne au plus près de l'endroit où vous vous trouverez. On ne sait pas encore où sera cette usine. Ça va être une grande question. Quelles sont les innovations technologiques que vous envisagez? Parce qu'on dit, c'est très bien la batterie, mais c'est très lourd. C'est ce qu'il y a de plus lourd dans la voiture. Puis ça a un coût. Puis quelles sont les performances de cette batterie? Combien de temps met-elle à se recharger? Est-ce que tous ces éléments-là sont des éléments de R&D qui font partie de votre projet? Oui, alors évidemment, la R&D, c'est évidemment un sujet qui est très important hein, dans le sujet de batterie. Après, on a vraiment une importance, on prend de l'importance en fait sur la vitesse d'exécution. C'est-à-dire qu'on veut être très rapidement sur le marché. Et donc, en fait, on veut réutiliser ou utiliser une technologie déjà existante, qui est déjà approuvée, une chimie qui est déjà approuvée et qui fonctionne pour les batteries, tout en l'optimisant évidemment, mais pour être rapidement sur le marché. Parce qu'il y a une demande qui est importante aujourd'hui et on veut répondre à cette demande. D'accord, peu importe le poids de la batterie, peu importe sa taille, peu importe ses performances en temps de charge, vous voulez être là dans les temps pour ne pas rater le marché. On reste en fait sur le state of the art quand même, au niveau des chimies. Mais par contre, la R&D, oui, ça se fera, mais pour en fait une deuxième génération de batteries à l'échelle Verkor. D'accord. Donc vous y pensez à la deuxième génération, mais en tout cas 2024, il faut être sur le coup. C'est bien la voiture électrique, il faut des bornes de recharge. Il y a eu des engagements politiques. Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'aujourd'hui en Europe ça suit le rythme prévu? Est-ce que ça va être uniquement une histoire de particulier qui a une maison et qui peut mettre sa voiture dans son garage avec la capacité de la recharger? Qu'est-ce qu'on fait en ville? Enfin, excusez-moi, mais là... Non, mais il y a des bonnes questions. Mais si déjà, on peut permettre, à travers ce qu'on veut faire avec Verkor et les nouveaux produits automobiles qui arrivent, d'avoir à peu près la moitié des gens qui sont dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire le diffus, qui s'équipe d'un véhicule électrique, qui leur coûtera moins cher, qui est plus confortable et qui permet de baisser fortement leur empreinte carbone, on a déjà le temps de voir arriver les solutions pour tout un chacun dans les villes. C'est en train de se dynamiser énormément. Ce qui est encore le point dur, il faut le reconnaître, c'est la partie copropriété, où là, pour l'instant, les gens n'ont pas forcément toujours les solutions. Mais une borne de recharge domestique, c'est une prise normale d'aspirateur. C'est pas plus ou moins. Vous êtes confiant sur la dynamique d'installation de tout cet écosystème par rapport au rythme auquel vont sortir ces voitures Je pense que c'est vraiment en train de se déployer et que encore une fois, les usages pour les particuliers, c'est quasiment fait. C'est-à-dire qu'il reste le cas des offices HLM, par exemple, ou de bâtiments trop collectifs. Sinon, pour l'essentiel, c'est en train d'arriver. Et sur le diffus, on voit la dynamique qui est en train de vraiment changer avec tout un tas d'initiatives et d'acteurs qui déploient. Donc vous êtes confiant. Votre principal soutien aujourd'hui, c'est le réglementaire. Ce sont les écolos, cette pression incroyable qu'il y a en faveur de la voiture électrique. Vous arrivez pile au bon moment, vous surfez sur une fiscalité, les aides sont là, les primes à la conversion, que du bonheur. Alors en plus, il faut ajouter la dimension qu'on a besoin aussi de faire réarriver des usines importantes, et la batterie est un bon pourvoyeur d'emploi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous devriez travailler à Bercy. La réponse à tout. Je sais pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut en avoir conscience avec la baisse clairement sur les moteurs à combustion interne. On a une baisse d'emploi aussi associée importante. Donc la batterie est un des moyens pour permettre de restaurer à la fois les besoins en emploi et aussi la compétitivité industrielle. 3 personnes pour un moteur électrique, 5 pour un moteur thermique, je crois que c'est ça à peu près. Ça doit être un ordre de grandeur qui est correct. Ouais. Bon, vrai enjeu de souveraineté. Votre actualité, c'est qu'il va y avoir une levée de fonds.
Voilà. C'est pas la première, mais là, ça se précise. Donc on a un gros tour de table en cours pour financer notre centre d'innovation, dont Christophe avec ses équipes va s'occuper, qui est un centre d'innovation centré sur la digitalisation du manufacturing et l'optimisation de tous les procédés. Et donc nous avons cette opération en cours en ce début d'année. Et donc là, vous allez finir par perdre le contrôle du capital, mais pour accélérer davantage le projet. Oui, on savait en tant que cofondateur que dès le début de ce projet-là, on perdrait le contrôle. C'était pas l'intention d'en avoir le contrôle éternellement, comme Northvolt a perdu. Vous voulez vendre des batteries en 2024. On a une approche industrielle et une ambition industrielle en complément d'une approche entrepreneuriale. En tout cas, on est ravis de voir que c'est pas forcément en Chine que ça se passe. Merci d'avoir été avec nous, Benoît Lemaignan, et Christophe Mille, tous les deux cofondateurs de Verkor. Et vous verrez, il y a un petit lien aussi avec la région.